Ouais, non, on va attaquer directement, hein, c'est bon. Euh, je me suis rappelé le titre, faire baisser la facture. Peut-être qu'on aurait pu intituler ça plutôt pas la faire trop augmenter, peut-être pour être plus réaliste. Mais en tout cas, évidemment, c'est une question qui touche de très près les adhérents de Plastium, hein, comme toutes les entreprises qui utilisent beaucoup d'énergie pour leur production. Donc je pense que ça va être une journée qui va être particulièrement intéressante. On va démarrer tout de suite avec Ludovic Lavarde, qui est directeur du marché d'affaires EDF Nord-Ouest, pour camper tout de suite le décor. Il va faire une brève présentation et après on va évidemment installer une conversation avec vous, parce que j'imagine, j'ai entendu déjà qu'au café il y avait plein de questions là déjà dans la salle, etc., très précises. Et on va prendre le temps d'y répondre, si vous en êtes OK. Et puis après, on va avoir une succession de témoignages euh, d'adhérents Plastium qui peut-être ont fait un peu plus que d'autres pour non seulement réagir à cette urgence de la hausse des prix, mais peut-être aussi en profiter pour avoir une politique énergétique plus long terme, de savoir sur quoi on peut investir, quels choix on peut faire. Et puis on aura l'occasion d'avoir des petits ateliers où là vous allez pouvoir être encore plus en proximité qu'on ne l'est déjà, là vu le nombre de gens que nous sommes, pour avoir encore une fois des réponses encore plus précises à toutes vos questions. Donc Ludovic, bah, je vais vous laisser introduire cette séquence et puis au fur et à mesure je vous poserai des questions. N'hésitez pas, hein, vraiment dans la salle, levez la main dès que vous avez un éclaircissement, une question à poser, on est là pour ça. Rebonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce matin. Tout d'abord, avant de commencer l'événement, je tenais à adresser des remerciements. Alors tout d'abord aux équipes du campus de Delkia qui nous accueillent aujourd'hui sur ce site. Je pense notamment à Mesdames Guélan et Madame Mertens. Je veux aussi tout particulièrement remercier Plastium, donc notre partenaire qui organise l'événement. Donc Monsieur Lobel, son président, et Monsieur Blanc, donc son directeur général, ainsi que Marion Gloris, qui a participé aussi à cet événement. Et enfin, je veux remercier donc nos clients qui nous font le plaisir en fait de nous accompagner et en étant présents avec nous aujourd'hui, et où on va parler concrètement de ce qu'on a fait avec eux sur le terrain. Donc je pense notamment donc à la société Audis, représentée par Monsieur Allard, et puis la société Gruppo Antoline, donc avec Messieurs Descoster et Monsieur Balès. Et puis enfin, je n'oublie pas donc nos collaborateurs Anaïs, Boris, Frédéric, qui est le pilote de notre partenariat avec Plastium, et puis Eric qui doit nous rejoindre, ainsi que Christophe. Donc pour débuter l'échange, ce que je vous propose d'interagir en fait sur les différents sujets qu'on va voir ensemble. Ça va être aussi simple pour aborder tous ces sujets qui sont à la fois complexes et puis qui sont très prégnants en ce moment dans cette crise énergétique. Donc je vous propose déjà dans un premier temps de rappeler le contexte. Alors, je ne sais pas où j'appuie, c'est ici. Je ne sais pas si Ça y est, les diapos voilà, arrivent. Ouais. c'est parti. Superbe. Et sinon, vous avez une petite zapette aussi. Ah oui, ça va être plus simple. C'est très bien. Flèche de droite. Voilà. Donc juste pour vous rappeler le contexte, donc vous l'avez suivi. Alors c'est vrai qu'on se serait vu il y a 18 mois. En fait, il n'y avait pas vraiment de problème en fait, sur les énergies de manière globale, hein, que ce soit l'électricité ou le gaz ou les fossiles de manière générale. Et depuis 18 mois, en fait, on est rentré dans une crise énergétique sans précédent. Je travaille sur ces marchés depuis plus de 20 ans et on n'a jamais connu cette crise énergétique, à la fois dans son ampleur, en termes de prix, on va le voir juste après, et puis en termes de problématiques d'approvisionnement. Juste pour rappeler, mais vous l'avez tous en tête, en fait, la crise, elle a commencé par quoi? En fait, on était au sortir du Covid, donc le monde entier s'est remis à produire et reprendre une activité qu'on pourrait dire entre guillemets normale, qui a nécessité beaucoup d'énergie. Alors, en premier lieu de l'énergie fossile, donc que ce soit pétrole et pétrole et gaz, et puis aussi charbon, qui a fait déjà augmenter les prix. Donc, on était à l'été 2021. Qui a été suivi très rapidement donc, par une crise sur le gaz, avec beaucoup d'afflux de gaz en fait en Asie, qui a fait monter les prix du gaz en Europe. Et puis,
plus dernièrement, donc en février, donc une guerre aux portes de l'Europe, donc entre la Russie et l'Ukraine, qui a eu des impacts énormes sur les approvisionnements de gaz en Europe, parce qu'il y a une grosse partie de l'appro de gaz en Europe qui vient de Russie. Donc le problème s'est fait sentir au premier semestre 2022 et encore plus à ce deuxième semestre, vu que les flux gaz sont pratiquement nuls en provenance de l'Ukraine, de la Russie, pardon. Et puis enfin, parce que les problèmes souvent n'arrivent jamais seuls, nous avons aussi une crise sur le nucléaire, donc une crise liée à l'approvisionnement, qui est liée à des problèmes de corrosion, ce qu'on a appelé des corrosions sous contrainte, en fait, de certaines tranches nucléaires qui aujourd'hui nous handicapent en fait. On remet petit à petit en fait les centrales, on les raccorde petit à petit au réseau, mais il en reste encore certaines aujourd'hui qui ne sont pas raccordées. À l'heure où je vous parle, il y en a une trentaine qui sont venues sur le réseau, mais sur les 56, il nous en manque encore quelques-unes qui doivent revenir en fait d'ici février 2023 pour pouvoir nous permettre de passer les pics qu'on pourrait avoir cet hiver, et j'y reviendrai dessus. Voilà globalement en fait les raisons de cette crise énergétique. Alors si on regarde maintenant plus en termes de prix, qu'est-ce que ça donne au niveau du prix? Alors je vous ai remis, alors ici c'est les prix de la bourse en fait, ce qu'on appelle les prix de gros, c'est les bourses qui donnent les prix des énergies tous les jours. Donc vous avez l'évolution des prix depuis ces 18 derniers mois. Donc on voit clairement donc la crise sur le prix. Donc si on refait le film, et c'est ce que je disais en introduction, en fait, d'abord une crise en fait sur les combustibles, suivie par une crise, une pénurie sur la production nucléaire, et puis qui a continué à enfler avec l'arrivée de la guerre en Ukraine, et puis la perte petit à petit des approvisionnements en gaz en provenance de Russie. On a atteint un pic de prix, c'était fin août 2022, où le prix à la bourse a atteint 1130 euros par mégawattheure. Bon, je ne sais pas si vous êtes familier des prix en euros par mégawattheure. Si vous parlez plus en centimes d'euros par kilowattheure, donc faut diviser par 10, mais donc c'est des prix qui sont énormes. Ça s'est tassé depuis, donc aujourd'hui on est plutôt aux alentours de 400 euros le mégawattheure. Les stocks de gaz sont très bons en ce moment, à la fois en France et en Europe, donc il ne devrait pas y avoir de problème de pénurie, en tout cas de gaz pour cet hiver pour nous. Il faut avoir en tête que la crise n'est pas derrière nous. On anticipe en fait l'hiver 2023-2024 peut-être encore plus compliqué que l'hiver qui s'annonce 2022-2023. Donc on n'est pas encore tiré d'affaire dans cette crise. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, en fait, en Europe, il y a 40% des appros de gaz qui viennent de Russie. Donc si on n'a plus de gaz qui vient de Russie, aujourd'hui, on n'a pas les infrastructures, à la fois les tuyaux, mais aussi les terminaux méthaniers pour pouvoir alimenter l'ensemble de l'Europe. C'est moins vrai pour la France, parce qu'on est dépendant qu'à 17% du gaz russe, donc c'est un peu plus facile pour nous de faire venir du gaz naturel liquéfié. Donc on a principalement trois terminaux en France, donc à Dunkerque, dans la région, un sur la façade atlantique, Montoire, et puis un sur la Méditerranée, donc à Fos. Donc ce qui nous a permis aujourd'hui d'être à 100% des stocks. Mais ça pourrait être plus compliqué en fait pour l'hiver prochain. Je ne sais pas si vous avez des questions déjà par rapport à ces niveaux de prix. Qu'est-ce que fait le gouvernement face à cette flambée des prix? Donc un impact sur à la fois l'inflation, sur les prix de revient des différents segments d'activité. Donc le gouvernement a maintenu ce qu'il appelle donc un bouclier tarifaire sur les tarifs réglementés de vente. Alors ça, ce sont les tarifs, et on pourra le détailler après, qui concernent les particuliers.
mais ainsi que les TPE de moins de 10 salariés. Donc le gouvernement protège ces segments avec un tarif limité à 15% de hausse. Alors si le gouvernement ne faisait pas ce bouclier tarifaire, en fait les prix seraient multipliés par 2 ou par 3 en fait. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est ce que malheureusement vivent nos voisins européens. Je pense notamment en premier lieu la Belgique qui est face aussi à une crise sur les prix. Cette année, en 2022, le bouclier tarifaire, vous vous souvenez, donc, était de 4%, donc il passe à 15%, qui est une augmentation significative, mais je le redis, s'il n'y avait pas ce bouclier, les prix seraient quand même beaucoup plus élevés. Le bouclier tarifaire est maintenu aussi sur le gaz, et puis un accompagnement tout particulier pour les ménages les plus modestes. Mais je passe rapidement sur ce sujet. Alors pour les entreprises qui ne peuvent pas bénéficier du bouclier tarifaire, donc là on attend encore des textes. Alors la ministre Elisabeth Borne s'est exprimée en fait pour protéger l'ensemble des entreprises. Donc je souhaitais souligner donc ce qu'on appelle aujourd'hui l'amortisseur électricité. Alors malheureusement je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail de cet amortisseur parce qu'on attend encore des textes, on attend un décret sur le sujet. Mais globalement ce que cherche à faire le gouvernement en fait c'est limiter la hausse pour tous ceux qui sont exposés à des prix qui seraient supérieurs à 325 € par mégawattheure, donc à 32 centimes le kilowattheure, qui sont des prix très élevés par rapport à ce qu'on a pu vivre par le passé. Et donc, ce qu'on comprend, c'est que le gouvernement va apporter une aide globalement de la moitié de cette hausse du prix entre 325 € et un plafond de 800 € pour des questions budgétaires. Donc, le gouvernement a mis un plafond à 800 €. Donc, encore une fois, donc, on attend le décret pour avoir ces détails-là, mais ça va être un dispositif qui va permettre, comme son nom l'indique, d'amortir ces hausses de prix. Donc, à la fois les fournisseurs, mais aussi l'ensemble des entreprises attendent ce dispositif pour pouvoir limiter la casse sur 2023. Donc on continuera à vous accompagner sur ces sujets, donc n'hésitez pas à solliciter votre responsable commercial sur le sujet. Après, il y a différents dispositifs aussi pour les collectivités, moi je ne vais pas revenir dessus, ou encore les entreprises grosses consommatrices d'énergie, ceux qu'on appelle les électro-intensifs, et nous en avons quelques-uns sur le territoire. Donc pour résumer un peu les différentes aides et dispositifs, je vous ai remis ici une image qui permet de voir concrètement tout ce qui est prévu aujourd'hui. Je suis passé rapidement, donc côté taxe, ce qu'on appelle la TICFE, la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. Donc elle était déjà réduite en fait en 2022. Elle était passée à 0,5 € par mégawattheure, donc une baisse de plus de 20 €. Elle est maintenue pour 2023, donc ça c'est une bonne nouvelle aussi au niveau de la fiscalité. Le bouclier tarifaire, donc on en a parlé, donc la limitation de la hausse sur le tarif réglementé de vente de l'électricité à 15%. L'amortisseur électricité, on vient d'en parler, donc on attend le décret pour voir quel est l'impact, mais ça va être une aide conséquente en fait des pouvoirs publics pour limiter la hausse. Et puis je ne reviens pas en détail, donc des aides beaucoup plus spécifiques pour les électro-intensifs ou ceux qu'on appelle énergo-intensifs, ou encore une notion de boîte à outils, mais je ne reviens pas dessus. Un filet sécurité concernant les collectivités, parce que les collectivités, bien sûr, sont aussi face à la hausse des prix. Et puis, plus généralement, je pense que vous pouvez avoir aussi des questions sur le sujet. Qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir, en fait? Parce qu'on est face à une crise d'une certaine ampleur, donc on l'a dit en termes de prix, mais aussi en termes d'approvisionnement. Donc qu'est-ce que fait l'Europe? Donc l'Europe réfléchit à deux choses principales. D'abord, une intervention sur le prix du gaz. Alors, il y a une lutte en ce moment entre les différents pays européens. Vous avez pu le suivre, en fait. Il y a notamment un bras de fer entre la France et l'Allemagne. La France voulait adopter le mécanisme ibérique, donc espagnol ou portugais, de mettre un prix, un cap, un prix maximum sur le gaz utilisé pour produire de l'électricité, qui aurait pu limiter fortement en fait, les prix de l'électricité. Ça, c'est un dispositif qui est refusé par l'Allemagne, par le Danemark, par les Pays-Bas. Donc, il y a une lutte.
Les discussions se poursuivent parce que la dernière rencontre des 27, en fait, l'Allemagne a quand même laissé une porte ouverte pour revoir ce mécanisme. Donc l'Europe travaille sur ces sujets-là. Donc ça va être certainement s'étaler au courant 2023 pour voir un peu quel peut être l'impact en fait sur la limitation en fait des prix du gaz et puis aussi sur son approvisionnement parce qu'il y a un enjeu. Il faut approvisionner en gaz l'Europe et comme on le disait précédemment en fait il y a des pays comme l'Allemagne en fait ils peuvent pas faire sans le gaz russe donc c'est vraiment une problématique et puis enfin revoir ce qu'on appelle en anglais le market design donc je suis passé rapidement mais vous avez compris en fait ces prix d'électricité sont fortement liés en fait aux énergies fossiles au prix du gaz donc c'est comment revoir ce mécanisme là pour que le prix de l'électricité soit moins dépendant du prix du gaz et donc ça les 27 travaillent sur ce mécanisme. Alors il y a beaucoup de réflexions, beaucoup d'options. On parle d'options espagnoles, d'options grecques. Enfin voilà, les 27 travaillent sur ce mécanisme-là. Mais en tout cas, à court terme, en fait, on n'a pas de solution sur cette crise du prix de l'électricité tant qu'il n'y a pas un accord en fait sur des 27 sur ce sujet. Donc là aussi, on aura l'occasion de vous accompagner pour bien comprendre ces mécanismes lorsqu'ils seront plus aboutis au courant 2023. Je ne sais pas si vous avez des questions déjà à ce stade. Oui. Donc AREN+, effectivement, je suis passé rapidement ou pas du tout sur les mécanismes qui ont été mis en place sur 2022. Donc ce qu'on appelait AREN+, donc c'est les 20 TWh d'AREN complémentaires qui ont été mis sur 2022. Donc pour redire deux mots de l'AREN. Donc en France, nous avons un dispositif qui nous protège pas mal hein, par rapport à d'autres pays européens, à savoir qu'on dispose donc d'un mécanisme dit AREN, donc accès régulé à l'électricité nucléaire historique, hein, donc c'est l'acronyme. Donc c'est un mécanisme qui n'est pas tout jeune, qui a été mis en place dès 2010, en fait dans une loi, la loi NOM, et qui perdure jusqu'en 2025. Donc c'est quelque part un mécanisme qui permet de vous protéger des hausses parce que vous disposez dans vos contrats de la possibilité d'avoir de l'AREN, donc un tarif d'électricité nucléaire à 42 € le mégawattheure. Donc quand on le remet en perspective des prix de la crise énergétique qu'on vient de voir, il faut mieux avoir du 42 € que 1000 ou 400 € le mégawattheure. Par contre, ce volume est limité en fait dans la loi, il est limité à 100 TWh. Alors pourquoi 100 TWh? Parce que globalement, la production en France de nucléaire, c'est 400 TWh. Et le législateur, en 2010, souhaitait faire bénéficier à l'ensemble des fournisseurs alternatifs de 25% de l'énergie nucléaire produite en France. Même si aujourd'hui, c'est un peu moins avec le manque des centrales. Donc, face à la crise énergétique l'an dernier, donc, le gouvernement a décidé d'augmenter ce plafond de 100 TWh et de le passer à 120 TWh. Donc, c'est ce qu'on a appelé l'AREN+, les 20 TWh d'AREN complémentaires. Alors, qui n'étaient pas vraiment à 42, qui ont été à 46 €, mais il faut mieux avoir un prix à 46 que les prix de marché qu'on a pu connaître. Donc ça, votre question est judicieuse parce que surtout dans vos contrats, demandez à votre fournisseur d'avoir de l'AREN aujourd'hui. Ça vous permet d'amortir une partie de votre contrat de fourniture d'électricité avec un prix à 42 €. Même s'il est limité en volume, il faut mieux avoir du 42 que d'être exposé à des prix de marché qui sont ce matin légèrement supérieurs à 400 €. Oui. Pardon, j'insiste. Je ne sais pas si ça fonctionne. Oui. Sur la question de l'AREN, dans votre graphique, ça s'arrête à 2022, l'AREN+. Ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas de mécanique de recondition des 20 TWh et sur une base d'une demande, si sauf erreur de ma part, est de 160. C'est exactement ça. En fait, en 2022, donc, on a eu une demande de 161 TWh d'AREN qui ont été demandées par l'ensemble des fournisseurs d'électricité. Donc, vu que dans la loi, c'était avec un maximum de 100 TWh, donc il y a eu ce qu'on appelle un écrêtement, les 61 TWh en trop, donc a été écrété. C'est juste une règle de 3. C'est-à-dire que tout le monde a reçu de façon équitable, au prorata, un volume d'AREN diminué de 38%, qui sont 61 divisé par 161, ça fait 38%. Donc, on vient de le dire, donc le gouvernement, le 13 janvier 2022, a augmenté ce volume avec 20 TWh complémentaires à 46 €. À date, le gouvernement n'a pas souhaité reconduire
ce déplafonnement à 120 Tera. Donc pour l'instant, on reste sur un volume de 100 TWh. Donc nous sommes déjà à ce qu'on appelle le guichet à Rennes. Chaque année, le guichet à Rennes est en novembre, donc c'était lundi. Donc tous les volumes ont été communiqués à la commission de régulation de l'énergie. Elles sont en cours d'analyse, donc on n'a pas le résultat des courses, en fait, si je puis m'exprimer ainsi. Donc aujourd'hui, on devrait avoir les résultats d'ici la semaine prochaine. Mais jour juin, on sera certainement aux alentours des 160 Tera, donc on sera encore exposé avec ce niveau de d'écrêtement, donc de réduction des volumes à Rennes. Et donc automatiquement, ce volume de 38% en 2022 est remplacé par le prix de marché, les prix que vous venez de voir précédemment. Donc on reste sur le même mécanisme qui va perdurer, donc ayez-le en tête jusqu'à fin 2025. Donc c'est pour ça, encore une fois, sollicitez vos fournisseurs d'énergie, et notamment EDF, pour avoir ce dispositif à Rennes dans vos contrats. Il s'arrête en 2025, donc on attend de voir quel serait demain le mécanisme à partir de 2026. On pense qu'il y aura un mécanisme sur 2026. Pour quelle raison ? Parce que c'est un mécanisme qui permet aussi de financer le nouveau nucléaire. Donc c'est aussi un levier qui va permettre à la fois à EDF, mais aussi au gouvernement, à financer le développement du nucléaire pour maintenir en fait notre parc, pour pouvoir faire face à la pénurie d'approvisionnement qu'on peut voir, et puis aussi faire face en fait à la hausse des prix. Donc c'est des éléments qu'on attend, alors peut-être avec déjà des premiers éléments, peut-être courant 2023 ou 2024. Donc là aussi, on continuera à vous informer sur le sujet. Je voulais vous poser une petite question sur la mise en place sur les 2 nouveaux EPR qui sont prévus dans le Nord, à la lumière de ce qui se passe actuellement en Finlande, où l'EPR devait être mis en service cet été et qu'il est toujours en stand-by. J'ai vu une émission. Les Finlandais ont quelques difficultés avec leur EPR. Ne risque-t-on pas d'avoir les mêmes difficultés avec ceux que nous allons réaliser dans le Nord ? Alors, la question est vaste. Alors, c'est pas l'objet de notre échange aujourd'hui, donc je ne vais pas rentrer. Et puis, je suis pas un expert du nucléaire non plus, donc je pourrais pas répondre à l'ensemble de votre question qui apporte beaucoup de commentaires. Donc, juste pour remettre dans le contexte, en fait, on attend plus que 2 EPR sur le territoire, hein, parce qu'aujourd'hui, à la fois Penly et puis Gravelines sont dans la liste en fait des sites très intéressants pour un développement d'EPR. Alors on parle d'EPR2, hein, donc c'est pas les mêmes EPR que notamment celui de la Finlande, avec beaucoup d'évolutions, parce que depuis en fait il y a eu énormément de travaux, de retours d'expérience et de travaux d'ingénierie. Je pourrais pas rentrer dans le détail, mais c'est juste pour dire que les prochains EPR donc seront d'une nouvelle entre guillemets un nouveau design et puis une nouvelle ingénierie, donc c'est un peu différent. Donc il devrait y en avoir 2 à Penly, et puis faut attendre les décisions du gouvernement, en plus le débat public qui s'impose aussi sur le territoire, donc, et puis certainement 2 à Gravelines. Donc on est sur un territoire effectivement stratégique pour le développement du nucléaire, et puis pour avoir une ressource à la fois avec un prix stable, et puis une vision dans la durée de l'énergie électrique. Sur la Finlande, je ne rentrerai pas dans le détail puisque je ne suis pas un expert. Donc le réacteur a été mis en service en fait, hein. Aujourd'hui, il rencontre quelques difficultés liées opérationnelles en fait, où ils ont été obligés de réduire la puissance, mais en fait il produit aujourd'hui le réacteur finlandais, ainsi que les 2 réacteurs en fait en Chine de technologie aussi EPR, donc à Taishan. Et on attend prochainement, donc horizon fin 2023, donc le raccordement au réseau de Flamanville aussi avec la même technologie EPR. D'autres questions ? Oui, Hinkley Point, donc il y a aussi le projet Hinkley Point, donc enjeu stratégique aussi pour les Anglais, parce que petit à petit les Anglais en fait se libèrent notamment du charbon. En fait, ils ont arrêté énormément de centrales au charbon, et puis ils essaient aussi de limiter leur exposition aux énergies fossiles et aussi au gaz. Donc
ils ont un plan, comme en France ou globalement comme en Europe, enfin, de développement à la fois du nucléaire et puis aussi des énergies renouvelables. Donc c'est la position qu'on tient, en fait, trouver le bon mix entre le nucléaire et les énergies renouvelables qui nous permettent en fait d'avoir un mix énergétique le plus faiblement carboné en Europe, parce qu'aujourd'hui, juste pour vous donner un chiffre, en fait, l'électricité produite par EDF donc, est à 97% décarbonée. Donc on revient au cœur de notre échange aussi aujourd'hui, comment décarboner nos activités pour pas être face finalement à cette crise qu'on voit, et on voit bien qu'en fait cette crise elle vient des énergies fossiles et principalement du gaz, mais j'aurais pu aussi partager avec vous les problématiques sur le charbon qui sont similaires en fait aux problématiques sur le gaz en termes de prix et en termes d'approvisionnement, sans parler des enjeux sur le réchauffement climatique. Quelques sujets pour rentrer dans le cœur de nos échanges aujourd'hui. Alors, comment faire face à cette crise énergétique ? Donc, le gouvernement a aussi mis en place un dispositif, donc un plan en sobriété. Mais avant de revenir sur le plan de sobriété, juste pour rappeler en fait l'engagement des Européens, engagement à court terme face à cette crise énergétique, trouver 10% d'économies sur l'ensemble de l'Europe horizon 2024, et plus particulièrement donc dès cet hiver, donc avec 5% d'économie sur les heures de pointe. Alors pourquoi cet engagement ? C'est pour déjà faire face en fait à la pénurie à court terme et pouvoir nous permettre de passer en fait l'hiver. Cet hiver va être compliqué. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de risque de coupure. Les conditions climatiques, même si ça s'est rafraîchi, aujourd'hui, le parc est suffisant pour faire face à la demande, mais il pourrait y avoir un risque horizon février. Donc c'est pour ça que les 27 donc, ont mis en place tout un plan. En France, ça a été décliné donc, dès début octobre donc, sur un plan sobriété. Donc je vous invite, alors on ne va pas le détailler aujourd'hui, mais je vous invite à lire ce document intéressant avec plusieurs axes en fait, sur la sobriété, donc, avec 15 mesures phares qui sont à la fois sur l'éclairage, sur le chauffage, sur la climatisation. En fait, pour réfléchir comment on travaille sur nos usages, et on va revenir après un peu plus en détail. Donc pour résumer tout ce qu'on vient de se dire aujourd'hui, je souhaitais repartir finalement d'une facture d'électricité pour synthétiser ce qu'on vient de se dire. Donc au niveau des taxes, on est passé rapidement. Donc la principale taxe en fait sur votre facture, donc c'est la TICFE, la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. Donc comme on l'a dit, donc son taux reste réduit sur 2023 comme en 2022. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. La TVA, elle, ne change pas. La part acheminement, donc ce qu'on appelle le TURP, le tarif d'utilisation du réseau public de l'électricité. Donc ça, c'est un tarif, en fait, un tarif pour l'ensemble des utilisateurs du réseau en fait en France. C'est le même tarif, on va dire, de Dunkerque à Marseille. Donc le TURP reste le même. En fait, il ne subit pas de crise, avec des légères variations, mais c'est pas l'enjeu qui nous anime en ce moment face à cette crise. Donc ça reste assez stable. Et puis vous avez les parties fournitures, donc cette partie fourniture qui est exposée à l'évolution des prix de marché. Alors il faut la décomposer en deux. Vous avez une partie qui est liée à l'Arenh, donc on l'a dit. Vous disposez encore de l'avantage d'avoir une partie à l'Arenh, donc à 42 €, il faut en bénéficier. Et puis le reste du prix de fourniture, lui, est exposé au prix de marché. Et d'où l'enjeu pour vous, pour nous, de vous accompagner pour prendre les bonnes décisions à court terme, à moyen terme, et puis aussi à long terme sur vos contrats d'approvisionnement. Quelques mots sur le plan France Relance. Donc c'est un plan qui date de quelques temps maintenant, donc qui est destiné spécifiquement pour les TPE et pour les PME. Donc vous le voyez, on ne va pas le détailler, mais je vous invite effectivement à consulter aussi ce plan, et on est là aussi pour vous accompagner face à ces enjeux-là. Donc c'est à la fois des aides pour réaliser des diagnostics, mais c'est aussi des aides au niveau de certains prêts ou des soutiens à l'investissement. Donc c'est un plan où nous avons collectivement en fait un intérêt pour travailler avec vous sur des enjeux, soit
soit d'investissement, soit de diagnostic. Et vous pouvez le voir, il y a différents montants. Je ne vais pas rentrer en détail, mais ayez en tête que le plan France Relance apporte certaines réponses à des questions qu'on peut se poser liées à la sobriété énergétique et à l'efficacité énergétique de manière générale. Là aussi, donc, nous sommes à vos côtés pour vous accompagner, pour y voir clair dans ces différentes aides. Et donc, n'hésitez pas à solliciter votre responsable commercial ou votre expert sur ces sujets-là, sur des sujets concrets dans vos entreprises. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on peut faire à cette hausse et cette crise énergétique? Donc, on est au cœur de notre échange qu'on souhaitait avoir avec vous aujourd'hui. On le dit toujours, j'aime à le rappeler, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et la deuxième meilleure énergie, c'est celle qu'on autoproduit. Donc, c'est bien au cœur des actions et de l'accompagnement qu'on souhaite apporter sur votre secteur. Donc, c'est quoi les économies d'énergie? C'est de l'efficacité énergétique. C'est travailler avec vous, finalement, sur les meilleurs moyens de production. C'est-à-dire quand vous souhaitez réinvestir sur des moyens de chauffage, de climatisation, de production, c'est réfléchir avec vous sur les meilleurs moyens, les plus efficaces. Et donc, et ça renvoie à ce qu'on voyait avant. Et quelles aides sont associées à ces moyens-là? Il y a un dispositif qui existe depuis 2006 qui s'appelle les C2E, les certificats d'économie d'énergie. Donc, c'est un vecteur aussi qui nous permet de vous aider, vous accompagner avec des incitations financières pour vous aider à investir sur le sujet. Les économies d'énergie, c'est aussi de la sobriété. On vient de le voir avec le plan sobriété déployé par le gouvernement. Donc, c'est travailler avec vous sur le comment on consomme, sur les consignes de température, d'hygrométrie, sur les volumes qu'on peut consommer. Donc, c'est divers et varié, liés au chauffage, à la climatisation, à la production, à l'éclairage. Donc, c'est toutes ces réflexions autour de la sobriété et qui sont importantes pour passer les pics cet hiver. Et puis enfin, c'est de l'optimisation. C'est une fois que finalement on a travaillé sur je consomme moins et je consomme de façon plus raisonnable. C'est est-ce que je peux déplacer des moyens de consommation? L'électricité en fait a un prix différent entre l'été et l'hiver. Elle a un prix différent entre les heures pleines et les heures creuses. Donc vous avez un enjeu, nous avons un enjeu collectivement à vous aider à décaler des consommations parce que ça permet aussi d'optimiser en fait votre facture. Donc là concrètement, il faut mieux consommer l'été ou consommer en heure creuse que consommer l'hiver et puis en heure pleine. Donc comment je peux décaler des capacités de production et de consommation. C'est aussi une notion d'effacement. Alors, ayez en tête qu'en ce moment, on cherche beaucoup de capacités d'effacement. Pourquoi on cherche ces capacités d'effacement? C'est parce qu'il y a un risque, effectivement, de pénurie cet hiver. Donc, on cherche toutes les entreprises qui sont prêtes à apporter leur contribution à l'effort de guerre cet hiver. Donc, tous ceux qui sont capables de s'effacer, soit parce que vous êtes en capacité d'arrêter des moyens de production, de consommation pendant quelques heures, soit le matin, soit en fin d'après-midi. On sera ravis de valoriser en fait ces effacements. Donc aujourd'hui, pour juste vous donner un chiffre, on est prêt à racheter ces capacités d'effacement de l'ordre de 1 000 € par mégawattheure. Donc on a des offres spécifiques sur le sujet. Là encore, sollicitez votre responsable commercial pour valoriser ces capacités d'effacement. Ça peut être aussi des groupes électrogènes dont vous pouvez disposer sur certains sites industriels. Donc là aussi, on sera à vos côtés pour vous accompagner et puis valoriser ces capacités d'effacement. Alors comment réaliser ces économies d'énergie? Donc ce qu'on dit souvent, c'est deux grandes étapes. La première étape, c'est comprendre. Pour travailler sur l'énergie, il faut déjà savoir comment on consomme cette énergie-là. Donc c'est à la fois la visualiser, c'est aussi l'analyser, et puis aussi la comparer, la benchmarker sur des secteurs d'activité. Je vais revenir dessus. Et puis ensuite, c'est passer à l'action, parce que comprendre et rien faire, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, et après, donc, c'est vous accompagner donc, sur tout ce qui est ces notions de sobriété, d'éco-gestes ou d'action d'efficacité énergétique. Sur le premier axe, alors vous trouvez énormément d'outils aujourd'hui. Donc le numérique nous permet aujourd'hui d'avoir des visions
très précises des consommations. Donc nous, on vous accompagne principalement avec des offres autour de suivi conso, analyse conso, qui vous permettent à la fois de suivre pratiquement en temps réel vos consommations, de pouvoir voir quelles sont les heures sur lesquelles vous consommez le plus, s'interroger, benchmarker avec d'autres sites, essayer de comprendre pourquoi vous avez des écarts sur certaines heures, sur des périodes entre l'hiver et l'été. Donc ça aussi, je vous invite à nous solliciter sur à la fois ces offres pour mieux comprendre vos factures. Ensuite, c'est une fois qu'on a une bonne visibilité sur vos consommations, c'est travailler sur les éco-gestes, comment je peux réduire ces consommations dans certaines périodes, comment je consomme différemment. L'effacement, donc je viens d'en parler. Est-ce que vous êtes en capacité sur des heures de pointe, notamment l'hiver, de vous effacer, de réduire vos consommations? Ça aussi, on peut le valoriser. C'est des gains aussi pour vous, que vous soyez petite ou ETI, entreprise de taille intermédiaire. Donc ces dispositifs sont disponibles pour vous. Et puis enfin, donc, c'est comment je peux déplacer mon consommation. C'est toujours plus intéressant d'avoir un prix de l'électricité, ce qu'on appelle du 4 postes, donc un prix différencié entre les heures hiver et les heures été, les heures pleines et les heures creuses. Donc sollicitez toujours votre fournisseur et sollicitez-nous pour avoir ces prix différenciés, parce que ça vous permet après de générer des économies. Si vous avez juste un seul prix, vous aurez beau déplacer des consommations, en fait, vous ne ferez aucun gain. Mais si vous arrivez avec des prix différenciés, on peut travailler justement sur une optimisation de vos consommations sur ces différentes heures, et ça nous permet de valoriser en fait des gains sur vos factures. Ça permet aussi d'optimiser l'AREN. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, l'AREN est plutôt valorisée sur vos consommations, donc sur les heures creuses et puis sur les heures de demi-saison ou l'été. Donc c'est toujours plus intéressant effectivement de consommer dans ces heures-là. Ça vous permet d'avoir un volume d'AREN beaucoup plus important. Et aujourd'hui, l'AREN à 42 € est toujours plus intéressant que le prix de marché. Donc c'est un intérêt financier pour vous qui est énorme. Donc ce sont des leviers aussi. Et c'est pour ça qu'on est aussi à vos côtés pour vous accompagner et comment décaler ces consommations pour valoriser l'AREN qui est toujours plus intéressant. Quelques offres alors qu'on aura l'occasion de détailler dans les ateliers juste après. Donc, je vais m'arrêter peut-être sur celle du milieu et qui permet de bien comprendre comment on vous accompagne concrètement sur vos sites. Donc, expertise conso. Alors, expertise conso, c'est quoi? C'est principalement 2 étapes. C'est une première étape qui nous permet de mesurer, de comprendre avec vous vos consommations, donc via une plateforme digitale. Vous accédez directement, donc de façon sécurisée, de façon complètement confidentielle, donc à vos données de consommation sur votre site, sur vos sites, et ce qui nous permet à la fois de comprendre, de benchmarker en fait vos différents sites, essayer de voir où sont les écarts possibles de consommation. Et puis de vous accompagner donc avec une expertise à la fois à distance en fait sur vos consommations, mais aussi sur vos sites pour vous aider à mieux consommer et à réduire vos dépenses. Donc ça, on aura l'occasion de revenir sur cette offre spécifique dans les ateliers. Mais voilà concrètement donc un accompagnement qu'on peut vous faire et qui permet aussi, entre autres, de pouvoir mettre en place un système de management de l'énergie si vous le souhaitez, donc une certification ISO 50001. Et puis si vous disposez aussi de surfaces tertiaires, donc vous devez avoir en tête, il y a un décret, ce qu'on appelle un décret tertiaire pour toutes les surfaces supérieures à 1000 m², donc avec un objectif de réduction de 40% de la facture énergétique horizon 2030. Alors 40% horizon 2030, c'est demain, ça vient très vite. Donc ce type d'offre vous permet aussi de vous accompagner sur ces enjeux-là. Globalement, on dit, avec les références qu'on peut avoir sur le territoire, le développement de ces offres-là, c'est aller chercher globalement 20% d'économie d'énergie. On a certains cas où, avec notamment le pilotage intelligent du bâtiment, on peut même atteindre 40% d'économie d'énergie. Donc c'est concrètement des offres qui vous permettent de réduire vos factures et réduire vos consommations.
Et enfin, les économies d'énergie, c'est aussi aller vers la décarbonation, qui est un enjeu qui nous préoccupe face au prix et face à la pénurie. Donc on a une offre toute particulière donc des carbones, et on reviendra dessus sur un atelier. Donc vous accompagner, comprendre où sont vos émissions de CO2 et travailler avec vous comment réduire ces émissions. Mais c'est aussi un accompagnement sur la mobilité électrique. Travailler sur la décarbonation, c'est aussi réfléchir à la fois à ces flottes et puis aussi à nos collaborateurs qui vont venir de plus en plus sur nos sites avec des véhicules électriques. Donc comment on peut vous accompagner sur la mise en place à la fois de bornes, sur les réseaux à revoir, sur vos entreprises. Et puis enfin, ce sont des conseils plus spécifiques. Je disais tout à l'heure, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, et la deuxième, c'est celle qu'on autoconsomme. Donc c'est le développement notamment du solaire photovoltaïque. On développe de plus en plus le solaire photovoltaïque. Alors pour quelle raison? C'est qu'aujourd'hui, on voit que face à la crise énergétique, autoproduire sur son site a une valeur. En fait, aujourd'hui, les projets solaires qui, par le passé, avaient des temps de retour de l'ordre de 10 à 12 ans, aujourd'hui, ont des temps de retour entre 5 à 7 ans. On en a vu certains même inférieurs à 5 ans. Donc là, vous avez aussi un intérêt, un enjeu d'autoproduire sur vos sites, soit sur des surfaces de toiture, soit sur des ombrières sur les parkings. Et ça permet, dans certains cas, d'autoconsommer de 15, maxi 25% de vos consommations. Et donc, c'est quelque part vous protéger face à la hausse des prix qu'on a pu voir, donc d'être autonome sur une quinzaine à 25% de vos factures. Voilà pour résumer globalement. En travaillant sur l'efficacité énergétique, on peut gagner jusqu'à 20% d'économie sur la facture. Et en travaillant sur l'autoconso, voilà, on peut aller encore un peu plus profondément sur vos dépenses et aller chercher encore 15 à 25% de rentabilité sur vos enjeux énergétiques. Oui. Allez-y, ça va monter. On va vous entendre. Le blanc, micro blanc. Allô, allô. Ah, Question sur l'autoconsommation. Quand les bâtiments ne sont pas adaptés, et si on n'a pas de réserve foncière et que la seule surface disponible c'est la toiture, et que la toiture n'est pas adaptée pour supporter le poids des panneaux solaires, est-ce que les technologies évoluent dans ce sens? Est-ce qu'il va être demain possible de déroger à ça? Parce que les assurances forcément posent des conditions. Alors, je vais laisser la réponse à notre expert Christophe, qui va mieux répondre que moi sur le sujet. Il est juste là. Oui, bonjour. Bon, on abordera de toute manière en atelier après la partie photovoltaïque. Alors effectivement, quand les toitures ne sont pas adaptées, ça complexifie forcément le process. On a également beaucoup de discussions avec les assureurs régulièrement. Il suffit qu'on soit sur des sites CPE et on a forcément des contraintes d'assurabilité des bâtiments. Alors aujourd'hui, les technologies sont plutôt en termes de performance du matériel pour toujours améliorer les rendements sur les panneaux. Il y a bien des essais sur des systèmes plus légers, des systèmes amorphes, souples, comme ça a pu être par le passé, mais qui ont aujourd'hui des rendements très faibles, et donc des rentabilités forcément très longues. Aujourd'hui, comme disait Ludovic, on est très régulièrement en autoconsommation sur des projets avec des rentabilités à 5-7 ans, mais effectivement, et dans tous les cas, de toute manière, quand le bâtiment est existant, on passe généralement par une étude de structure déjà pour s'apercevoir que la toiture peut supporter ou ne peut pas supporter. Voilà. Et sinon, après, effectivement, il faut qu'on ait cherché ou sur les parkings ou en réserve foncière s'il y en a. Voilà, mais on l'abordera plus en détail en atelier. Dans les ateliers. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que sur beaucoup de cas, ça nous préoccupe. Donc je passe rapidement sur les C2, on en a parlé. Pour résumer donc l'échange et puis répondre aussi à d'autres questions que vous pourriez avoir. Donc sollicitez-nous, on est là, on est très présent sur le territoire. Sollicitez-nous sur tous ces enjeux qu'on a pu voir. Donc à la fois pour que vous ayez l'offre la mieux adaptée, vous voyez, dans cette complexité, face à ces prix qui sont très volatiles, qui peuvent augmenter, là, qui sont plutôt en baisse, mais toujours avec des prix quand même très inquiétants. Donc sollicitez-nous pour avoir l'offre la plus adaptée, avec notamment l'enjeu, on l'a vu sur l'Arène, pour maximiser vos volumes Arène. Il y a un intérêt pour vous, pour aussi bien travailler sur des offres adaptées entre les prix hiver, les prix été, les prix hors pleine, les prix hors close. Sollicitez-nous aussi pour comprendre vos consommations, comment on peut vous accompagner pour bien comprendre vos consommations, où sont vos dépenses d'éclairage, de chauffage,
de climatisation ou autre, ou plus de process aussi. Sollicitez-nous pour agir sur vos consommations. Donc on l'a vu notamment au travers de l'offre expertise conso ou même d'autres offres. Donc c'est prendre un enjeu avec vous d'économie de l'ordre de 20%. Donc c'est travaillons sur ces premiers 20% d'économie d'énergie qui resteront toujours la meilleure énergie, celle qu'on ne consomme pas. Et puis sollicitez-nous aussi sur la décarbonation. On voit que c'est un enjeu qui est prégnant pour nous tous. Nous, en tant que votre fournisseur, on pousse cette stratégie de vous fournir de l'électricité bas carbone, donc aujourd'hui à 97% décarbonée. Donc on va continuer dans cet axe-là. Mais c'est aussi vous accompagner sur vos sites pour voir comment vous rendre moins dépendant des énergies fossiles qui aujourd'hui posent un problème, et certainement en tout cas à court terme, qui pose encore un problème, et puis plus globalement à plus long terme sur les enjeux de changement climatique. Merci à vous. Merci beaucoup, Ludovic. Est-ce qu'il y a encore des questions? Moi j'en ai une, je sais bien que vous n'êtes pas le président d'EDF, mais vous êtes quand même un peu un spécialiste. Pas encore. Et en plus il vient de changer, hein, donc on ne sait pas quelle va être vraiment la stratégie de l'actuel, du nouveau président. Mais néanmoins on est en période de crise, et quand on gère une boîte, on sait qu'on en a pris deux dans la tronche depuis 2 ans des crises, donc c'est compliqué parce qu'il faut réagir très très vite, parfois pour la survie de sa propre entreprise. Et en même temps, il faut prévoir le coup d'après. Et comme vous êtes un spécialiste de l'énergie, il y a aussi à réfléchir au coup d'après. C'est-à-dire, quand vous parlez de sobriété, c'est bien pour cet hiver, mais est-ce que ce n'est pas une politique à très long terme, que de toute façon, pour les enjeux climatiques, les enjeux énergétiques, on a intérêt à aller vers une sobriété à très long terme? Et puis j'avais 2 questions aussi sur la crise de l'énergie qui ont quand même nous a renvoyé en pleine face l'idée d'indépendance énergétique. C'est un thème dont on parle beaucoup. Et puis, vous l'avez un peu évoqué aussi, mais le mix énergétique. Et ça peut aussi concerner nos entreprises. Vous avez parlé de solaire. Demain, est-ce qu'il ne faut pas que je mette une éolienne chez moi? Enfin, en gros, c'est quoi les perspectives, les grands axes stratégiques d'EDF? Excusez-moi, je sais bien que vous n'êtes pas le président, mais vous avez quand même à même de répondre à ces questions. C'est un peu large, mais... C'est très large, mais effectivement, c'est passionnant. Donc, y a un enjeu sur le temps, et notamment le moyen terme. Donc là, effectivement, on vous accompagne sur le moyen terme. On a beaucoup parlé de 2023 parce qu'on est face à la crise. Donc, qu'est-ce qu'on fait à court terme? Et c'est tout ce qu'a mis le gouvernement en place. Mais nous, en tout cas, on ne vous accompagne pas que pour 2022 ou 2023. Tout ce qu'on met en place avec vous, on s'inscrit bien dans la durée. Quand on va chercher des économies d'énergie, les 20% d'économies d'énergie, enfin, on va les chercher pour 2022. On va aller durablement. Et c'est pour ça qu'on met des outils adaptés de pilotage. C'est pour les 3 prochaines années, pour les 5 prochaines années, en fait. Donc, on s'inscrit bien dans la durée. Donc, déjà, avec vous, sollicitez-nous aussi par rapport à vos offres adaptées. On réfléchit déjà à l'offre 2023, bien sûr, 2024, 2025. On a même aujourd'hui des clients qui nous sollicitent pour 2027. On a des gros industriels aujourd'hui qui nous sollicitent pour 2027. C'est toujours essayer d'avoir un coup d'avance. Après, vous prenez ou vous ne prenez pas la décision. La décision, au final, vous appartient. Mais en tout cas, on vous accompagne pour vous donner de la vision à moyen terme. Alors, je ne pourrais pas vous en donner à 10 ans, c'est plus dur, mais on est en capacité à vous donner une vision à 3 ans. Sur l'aspect plus au niveau du groupe, alors il y a un enjeu qui est très fort sur le groupe. On s'est d'ailleurs doté d'une raison d'être, donc c'était d'être un acteur responsable et pour décarboner les activités économiques sur les territoires. Donc on va continuer à vous accompagner sur ces enjeux-là. Encore une fois, ce n'est pas à court terme, mais sur la durée. On s'inscrit effectivement horizon 2030 et 2050 vers la neutralité CO2. D'ailleurs, à ce titre, si je prends juste un exemple, aujourd'hui, les collaborateurs du groupe passent massivement, globalement, en fait, en véhicules électriques. Donc on va continuer à passer l'ensemble de notre parc, donc horizon 2030, pour être complètement déjà décarboné dans nos déplacements, pour donner un exemple. Sur la partie production, donc on en a parlé, on défend une position d'un mixte énergétique entre le nucléaire et les énergies renouvelables. Sur le nucléaire, donc on est passé rapidement. Donc, le président de la République s'était exprimé à Belfort il y a quelques mois, donc pour relancer un programme nucléaire en France, donc ce qu'on appelait le redéveloppement
des EPR, des EPR2, donc à la fois on en a parlé sur Gravelines, sur Panly, et puis aussi sur un site en région Rhône-Alpes-Auvergne. Donc c'est avoir un bon équilibre entre le nucléaire et les énergies renouvelables. C'est le développement du projet éolien offshore, donc en mer au large de Dunkerque, ou encore celui de Saint-Nazaire qui vient d'être mis en service, qui nous permet de vous apporter une énergie, encore une fois, décarbonée, à la fois aujourd'hui, mais aussi pour demain. Donc c'est ça l'enjeu pour le groupe. Alors c'est des enjeux qui sont bien sûr politiques, hein, ça fait partie de ce qu'on appelle la PPE, le programme de programmation de l'énergie, donc sur 5 à 10 ans, donc il va être revu, et il faut effectivement que les pouvoirs publics effectivement et que les gouvernements s'engagent dans cette voie. Mais en tout cas, c'est la position que le groupe on tient pour vous accompagner sur ces enjeux énergétiques. Et c'est la façon, pour répondre à une autre partie de votre question, de demain, de travailler sur cette souveraineté énergétique. Parce que vous comprenez bien que si on dispose de notre parc de production à la fois nucléaire mais aussi renouvelable sur le territoire, avec de l'éolien, avec du solaire qui peut être directement sur vos activités, et ben ça sera une dépendance moindre à d'autres énergies qui pourraient venir soit d'ailleurs en Europe, mais bon, essentiellement aujourd'hui le fossile vient essentiellement en dehors de l'Europe, donc c'est aussi travailler sur la souveraineté énergétique en fait. Donc c'est cette voie en fait qu'on défend. Après, bon, voilà, il y a des enjeux aussi politiques. On n'a pas toutes les cartes, mais en tout cas, c'est bien les offres qu'on vous propose et qu'on développe pour vous accompagner dans cet enjeu de décarbonation en fait. Merci. Oui. Question. Est-ce que ITER est toujours dans les valises? Et est-ce que Électricité de France s'intéresse à l'hydrogène? Oui, très, très juste. Donc là, vous nous emmenez encore plus loin dans le temps. Donc ITER, alors je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Donc ITER, c'est un réacteur. Donc c'est aussi du nucléaire, ITER, mais c'est de travailler sur un autre nucléaire. En fait, c'est de travailler sur la fusion, en fait, hein, donc ce qui se passe au cœur du Soleil, en fait. Hein, donc travailler sur la fusion de l'hydrogène. Donc j'ai eu la chance de raccorder en électricité ITER, donc je connais bien le projet, donc, qui est à Cadarache, en fait, dans le sud de la France. Donc ça, c'est une technologie qu'on attend. Alors suivant les spécialistes et suivant la communication, on parle peut-être 2050. Enfin, c'est plutôt une technologie après 2050, en fait. C'est difficile de dire aujourd'hui, est-ce que 2050, ça va être prêt ou pas. Donc le réacteur va être opérationnel et va commencer à faire ce qu'on appelle les premiers tirs et à faire des tests. La fusion aujourd'hui, elle est il y a ITER en France, mais il y a aussi d'autres projets, je pense notamment en Chine. Donc ils tiennent la fusion sur quelques dixièmes de seconde en fait. Donc l'enjeu, c'est de tenir une fusion durablement dans le temps qui va permettre de produire plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est une technologie. Je ne veux pas rentrer dans le détail parce que je ne suis pas un expert de la fusion, mais globalement, pour faire simple, en fait, c'est un TOR qui permet de maintenir un plasma donc avec des températures très élevées pour permettre de lancer une fusion qui permettrait de générer plus d'énergie qu'elle n'en consomme pour créer l'étincelle, le démarrage du plasma et de la fusion. Donc il y a un enjeu très très fort parce que si cette technologie-là, donc si l'humanité arrive à développer cette technologie-là, bah c'est la solution à tous les problèmes parce qu'après les ressources sont pratiquement infinies sur la planète, hein, parce que l'hydrogène viendrait essentiellement donc des océans. Et puis il y a l'autre avantage, c'est qu'il y aurait zéro déchet. Donc voilà, donc c'est plutôt une technologie après 2050. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a un enjeu. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui horizon 2030-2035, et c'est pour ça qu'il y a cet enjeu de travailler sur le PR2 et sur le développement du renouvelable. Et sur l'autre partie de votre question, alors qui est un petit peu avant ITER, c'est l'enjeu de l'hydrogène. Donc on est déjà sur ces enjeux-là sur le territoire, je pense notamment sur Dunkerque, mais aussi sur le Havre. On croit beaucoup en l'hydrogène, donc qui va être aussi un vecteur pour décarboner nos usages et puis l'économie. Donc et notamment sur les premiers projets que l'on développe, ça pourrait être un vecteur pour la mobilité lourde. Donc le premier projet qu'on a pu sortir avec les collectivités, c'est travailler par exemple sur les bennes à ordures, travailler sur les bus, travailler plus globalement sur cette mobilité lourde et peut-être demain aussi des camions, des trains, c'est-à-dire plutôt que d'électrifier certaines lignes aujourd'hui qui sont des lignes de train
au diesel, c'est de les passer à l'hydrogène, donc c'est faire des économies aussi sur les réseaux. Donc il y a un enjeu très fort. Alors bien sûr, en parlant d'hydrogène, il faut que ce soit un hydrogène qu'on dit vert. Peut-être plus de batterie, mais c'est pas grave. Si, si, on vous entend, Ça passe. Ah oui, parce que j'ai l'impression que ça Ah. passe. Ouais. Donc c'est de l'hydrogène vert, parce qu'aujourd'hui, à 95%, l'hydrogène, en fait, en France, c'est de l'hydrogène qu'on dit gris, donc c'est de l'hydrogène carboné, hein, qui vient du réformage. Donc l'enjeu, c'est de produire un hydrogène décarboné. Alors comment produire un hydrogène décarboné, c'est effectivement en disposant d'électrolyseurs et avec de l'énergie bas carbone. C'est bien pour ça que c'est la position qu'on tient avec notre énergie à 97% décarbonée. C'est notre capacité à livrer sur le territoire de l'hydrogène vert et décarboné, donc pour justement certaines activités spécifiques, plus liées notamment à la mobilité lourde, mais aussi ça peut être aussi des enjeux industriels, parce que l'hydrogène est utilisé dans beaucoup d'industries, que ce soit la sidérurgie. Arcelor aussi a des projets sur le sujet à Dunkerque, mais c'est aussi globalement dans la chimie. Enfin, l'hydrogène est utilisé en pétrochimie et dans pas mal de secteurs d'activité. Donc il y a un enjeu à travailler sur la décarbonation via l'hydrogène. Donc ça, c'est un axe sur lequel on travaille beaucoup via notre filiale Dynamics. Donc on a une filiale dédiée à 100% sur le développement de cet hydrogène bas carbone. Donc on accompagne ces projets-là aussi pour décarboner le territoire. Donc c'est plus à court terme. ITER, on est plus après 2050, mais l'hydrogène, on est plus à court terme sur les projets qu'on peut développer sur le territoire. Ok, profitez-en. Ouais. On a un expert. Merci. Une petite question de géopolitique. Je voulais savoir ce que nous ont livré les Russes l'autre jour à Marseille pour le fonctionnement d'ITER, alors que nous sommes dans un contexte diplomatique instable et une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Alors là, je ne sais pas si j'ai le droit à un joker, mais là, je vais utiliser mon joker, parce qu'à la fois, je n'ai pas suivi cette actualité, je lis l'actualité. Ah oui, non, j'ai pas suivi. Ouais. Et puis après, oui, C'est l'électroaimant. Ouais, non, là, je n'ai pas suivi l'actualité, je pourrais difficilement. Et puis, c'est un enjeu qui me dépasse géopolitique, donc je pourrais difficilement avoir un avis sur le sujet aujourd'hui avec vous. Et le maître d'œuvre d'ITER, c'est EDF. Alors non, c'est plus complexe que ça. ITER, en fait, c'est un projet international. En fait, il y a énormément de pays. De tête, il y a l'Espagne, il y a le Japon, mais je vais en oublier, en fait. Hein, donc, encore une fois, je ne suis pas un expert. Et ce n'était pas l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Mais il y a énormément de pays qui sont autour d'ITER. C'est un enjeu, en fait, pratiquement humanitaire. Hein. Si on arrive à développer la fusion, c'est vrai que ça va résoudre plein de problèmes. En fait, hein. C'est OK. Merci, en tout cas, merci pour la clarté Merci à vous. et la pédagogie de votre intervention. Merci beaucoup.